Bonsoir, bonsoir. Je t'invite à marcher avec moi un petit peu. En cette fin de journée, tu as compris que c'était toujours en fin de journée que je venais faire mes vidéos, que j'allais choisir un petit endroit sympa. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu ici, hein, je t'ai déjà emmené ici. Donc c'est sur la grève du côté de la darse du port. Je vais essayer de me trouver un petit endroit sympathique pour m'asseoir et te laisser le panorama de l'horizon de l'océan. Voilà. Le thème de la vidéo de ce soir va se porter sur le chemin le moins fréquenté. Alors ce titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Scott Peck, un psychiatre de renom, très respecté, un Américain, qui a exercé pendant toute sa carrière et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont ce titre, Le chemin le moins fréquenté et Au-delà du chemin le moins fréquenté. Pour quelle raison il a écrit un tel livre? Parce que ça va tout à fait dans la lignée de mes thèmes. Alors non, c'est pas pour cette raison qu'il a écrit le bouquin. Je recommence ma phrase. Simplement, j'utilise ce titre parce que je trouve que ça va complètement dans la lignée des thèmes que j'aborde autour des relations toxiques, autour de la perversion, du harcèlement, du chantage, de la manipulation. Et je trouve que Scott Peck en parle très très bien dans ses livres. Alors pas sous le même regard que moi, mais tout simplement pour nous montrer que ce que nous vivons dans notre vie, ce que nous subissons dans notre vie, quelque part nous le créons. Nous créons notre propre paradis, comme nous créons également notre propre enfer. Il y a des choses que nous vivons dans la vie qui sont loin d'être agréables et que nous sommes prêts à tout simplement prêts à changer. En tout cas, avant d'être prêt à le changer, c'est de souhaiter le changer. Mais entre le souhait et les actions qui vont aller dans le même sens que nos souhaits, tu as compris qu'il y avait un gouffre. Et je vais te prendre quelques clichés qui appartiennent à Scott Peck, mais c'est du coup des illustrations que j'utilise assez souvent moi-même quand je suis en séance, parce que ça m'a beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup appliqué pour moi-même, forcément. Quand quelqu'un veut changer, quand quelqu'un veut sortir de l'enfer qu'il s'est créé, l'enfer que la vie lui a donné, avant qu'il comprenne qu'il en était un petit peu fautif, pas complètement, surtout comme quand on sait qu'il y a certaines choses qui nous viennent de l'enfance, de notre éducation, on peut comprendre que voilà, il y a une part de choses pour lesquelles on n'est complètement pas responsable, mais il faut bien voir le jour dans un domaine, dans un environnement, on est d'accord. C'est que la responsabilité nous appartient à partir du moment où on a le pouvoir de changer les choses. Pour avoir le pouvoir de changer les choses, il faut avoir une certaine maturité, il faut souvent avoir la majorité de décider pour soi-même. Et c'est pas une question forcément d'argent. C'est souvent une question de prendre ses responsabilités parce que je suis en âge de décider pour moi-même. C'est beaucoup plus souvent cela. Ce qui peut être un frein, effectivement, ça peut être l'influence de la tribu, de la culture, de la religion, de la croyance, du rapport qu'on peut avoir dans notre clan. Je dis clan, tribu, tout simplement pour faire référence au premier chakra, parce que si c'est le premier, c'est parce que avant d'être une personne à part entière, on vient d'abord d'un clan. Il faut bien qu'on voit le jour quelque part. Et on vient tous d'un père, d'une mère, qui eux-mêmes viennent d'un père, une mère, etc. Ce qui fait que c'est notre lignée, c'est nos aïeux, on va dire. Et donc c'est pour ça que c'est ce premier critère qui est à prendre en compte, pour lequel on n'a absolument aucun pouvoir. Mais le jour où on devient cette personne unique
qui a ce pouvoir, cette capacité de décider pour elle-même, parce qu'on a tout simplement l'âge, souvent on se confronte à cela. Ça peut faire mal quelquefois, et des fois on n'ose pas le faire. Alors justement, Scott Peck explique bien ça dans son ouvrage, en faisant comprendre que tous ces freins, toutes ces excuses, ces subterfuges qu'on peut se trouver pour nous éviter justement de créer notre paradis et que finalement on constate notre enfer pour lequel on souffre, pour lequel on souhaiterait que les choses soient autrement, mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Parce que justement, on a affaire aux mêmes choses. Et c'est très bien parce que ça reprend exactement soit la pyramide de Maslow, soit les 7 chakras. C'est exactement ça. Premier chakra, le clan, la tribu. Notre data familiale. Le deuxième, ça va être notre énergie sexuelle, c'est-à-dire ce que nous allons faire de notre force interne. Ensuite, ça va être le thymus, ça va être voilà, l'image qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi. Et c'est là que l'histoire commence vis-à-vis de nous. On a une énergie, le chakra juste d'avant, qui nous permet de faire des choses, mais est-ce qu'on fait les choses pour le tout premier chakra, pour la tribu, ou est-ce qu'on le fait parce que le troisième chakra, c'est nous, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Est-ce qu'on en vaut la peine? S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans notre premier chakra, la tribu, le clan, les choses qu'on se sent obligé de faire parce que c'est comme ça, c'est l'éducation qu'on a reçue, ce conditionnement qui nous a bien manipulé. Alors, il y a une part de manipulation, une part de conditionnement plutôt, qui est bon en soi. Si ça fait de nous des bonnes personnes, polies, bien éduquées, respectueux, et si on a reçu ça dans notre éducation, on ne va pas remettre ça en question. Mais si ça nous a rendu pas forcément bons ou nous a pas permis de développer des qualités humaines, et qu'on attribue ça à notre clan, à notre façon de vivre, à notre façon de voir les choses, à la façon dont on nous l'a inculqué, obligé, etc., etc., bon, effectivement, c'est pas forcément positif. Alors, une fois que tu as compris que tu as ce pouvoir de changer, est-ce que tu le fais pour le clan ou est-ce que tu vas le faire par rapport à toi, par rapport à l'estime que tu as de toi, par rapport à l'image que tu as de toi, l'image, l'amour, la confiance, etc., etc. Le quatrième chakra, c'est complètement les relations émotionnelles, empreintes d'amour. C'est vraiment la relation avec l'autre, le quatrième chakra. Le cinquième, ça sera le chakra de la gorge, l'expression. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on ne devrait jamais s'interdire de dire? Qu'est-ce qu'on devrait éviter pour justement pas que certaines choses se passent? C'est tout cela. Le sixième, le troisième œil, cette perspicacité, cette capacité de voir au-delà des choses, ce discernement sur les événements, l'avenir. Et après, le septième, ici, c'est le septième chakra, c'est-à-dire notre rapport avec le spirituel, l'univers, le cosmos. Et le fait que nous fassions qu'un avec notre environnement, l'univers, etc., etc. Donc on vient d'un clan, d'une tribu, et finalement on appartient à un tout. C'est ça qui est intéressant avec cette approche. D'ailleurs, Scott Peck recommande énormément un autre ouvrage dont j'ai perdu le nom. Je le mettrai en commentaire pendant le montage de la vidéo. Il recommande cette personne parce qu'elle travaille énormément avec les chakras et elle a beaucoup de bons résultats par le développement de l'intuition chakrique. C'est super ce qu'elle développe. J'ai bien aimé également cette référence dont Scott Peck parle. Mais pour en revenir à ce qu'il dit dans son ouvrage, ce que j'apprécie beaucoup, c'est lorsqu'on veut changer, lorsqu'on a cette capacité de changer les choses et qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'en réalité, on se trouve des excuses. En réalité, voilà, on va trouver que c'est plus facile de rester
un enfant alors qu'on a 40 ans, 50 ans. On vit plus chez ses parents, mais voilà, on vit toujours comme si on était l'enfant qui doit continuellement rendre des comptes à sa famille qui habite peut-être même pas trop loin de chez nous, ou quelquefois très loin, mais on est incapable, ou on se veut incapable d'évoluer parce que finalement on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus confortable d'être sous l'emprise de ses parents, par exemple. Et que peut-être même dans le foyer qu'on a créé, avec son compagnon ou sa compagne, on a reproduit ce même modèle où on ne fait rien si l'autre ne me permet pas d'eux ou si l'autre n'est pas avec moi. Une anecdote, parce que ce livre de Scott Peck est truffé en fait d'anecdotes de ces patients qu'il a pu avoir en clinique avec lui. Et j'ai bien aimé cette thérapie de couple où il avait constaté que voilà, le mari avait le permis, sa femme également avait le permis, mais elle l'avait jamais conduit. Et donc du coup, il répondait à la place de sa femme en disant ben non, elle a le permis effectivement, mais bon, elle a jamais conduit, et puis elle a peur au volant. Et puis du coup, il s'était rendu compte, Scott Peck, il s'était mis, les deux, hein, mari et femme, ils s'étaient mis dans une belle excuse pour que l'homme puisse continuellement en fait surveiller sa femme, ce qui fait qu'à chaque fois il était son chauffeur pour un oui, pour un non, à droite à gauche, mais qu'en réalité ça arrangeait sa femme parce que du coup elle n'avait pas forcément envie de faire les choses et constamment il y avait quelqu'un qui était là pour l'amener à droite à gauche, pour l'assister, pour faire ces choses. Donc en fait l'un et l'autre s'empêchaient d'évoluer. Donc finalement ils s'étaient bien trouvés, mais du coup le rôle de l'un et le rôle de l'autre permettait à l'un et l'autre d'être finalement comme ils voulaient être, c'est-à-dire des personnes qui dépendaient de l'autre, sans toutefois changer peut-être les choses qui les dérangent. Et pour le coup, ce genre de relation ne permet pas du tout d'évoluer. Une autre anecdote qu'il avait eue également, il avait reçu un homme d'un certain âge, qui aurait pu être même son grand-père à l'époque, son père pardon à l'époque, et puis il avait autour d'une illustration expliqué que dans la vie, nous sommes tous une carte avec laquelle on se dirige. Voilà, je suis là et si je prends telle route, ça me permet d'aller là. On peut voir les différents itinéraires qu'on peut utiliser pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre. Et il expliquait, Scott Peck, par rapport à cette illustration, que tout être humain est à lui seul une carte qui lui permet d'évoluer, d'avancer dans sa vie. Mais que le problème de ces cartes, c'est qu'elles ne sont jamais remises à jour. Personne, c'est dans la nature humaine, l'homme n'aime pas remettre à jour sa carte. Parce que forcément, comme le monde évolue, le monde avance, et nous prenons de l'âge, on est censé évoluer avec le temps dans lequel nous sommes. On est à une année particulière, mais on ne va pas rester enfant tout le temps. Les années passent, on passe du stade d'enfant à adolescent, d'adolescent à jeune adulte, de jeune adulte à adulte, adulte mature confirmé, jeune personne âgée, pour ensuite finir très âgé, grabataire, et puis après tu connais la suite. Et il avait remarqué qu'en fait les personnes, quand elles prenaient de l'âge, cette volonté de changer, de s'adapter au système s'arrêtait à un moment donné. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, cette mise à jour de la carte personnelle ne se faisait plus. Aux alentours de 40-45 ans, c'est un âge où on commence à ne plus trop aimer changer. Et en fait, on voudrait que ça soit la carte des autres qui s'adapte à la nôtre. Mais nous, on reste toujours aussi obsolète, arriéré, vieux schnock, avec notre époque, en vantant les mérites de notre carte et de nos itinéraires, alors qu'en fait, il y a plein de voies, plein de voiries, plein de chemins nouveaux qui existent, mais on ne veut pas l'intégrer parce que ça nous oblige à faire des efforts. Alors j'ai bien apprécié en fait cette image, cette illustration. C'est une autre façon différente de montrer qu'en réalité, quand on ne veut pas évoluer, on va faire comprendre que c'est aux autres d'évoluer, mais pas nous.
Alors des exemples comme ça, j'en ai plein, je pourrais t'en citer encore, mais je vois le temps qui s'écoule. Le but, c'est pas non plus de te noyer de flots de paroles, c'est que tu puisses comprendre au travers de cette vidéo, au travers de ces 2 illustrations et de ce psychiatre que je t'ai cité, que si jamais tu as le pouvoir de changer, ne te dis pas que c'est un problème d'argent, parce que l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous permet de faire des choses. Plus on en a, plus on peut faire de choses, ça c'est vrai. Mais quand on n'en a pas, on sait quoi faire pour en avoir. On pourra faire moins de choses, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non. Tu pourras faire que 1 ou 2 choses peut-être parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais si cette chose, tu veux la faire, tu iras chercher cet argent. Peu importe que tu mettes un peu d'argent de côté. Voilà, plutôt que de t'acheter telle ou telle cochonnerie qui est juste bon au palais mais qui n'est pas bon pour ton corps, ben, tu vas faire des économies là-dessus. Peut-être qu'un abonnement qui n'est pas trop utile parce que tu n'utilises pas vraiment cet abonnement, tu vas peut-être le stopper au moment où ça arrive à échéance pour le renouveler. Par exemple, tu peux trouver toutes les petites combines pour grappiller à droite, à gauche et te donner un délai où tu vas pouvoir faire cette chose. Si cette chose elle est hyper importante, avoir de l'argent, ce n'est qu'une question de temps. Et bien sûr, il y a d'autres solutions. Emprunter, demander un don, faire des heures supplémentaires, faire un autre travail, créer un autre business pour arrondir les fins de mois. Bref, tu as compris. Si c'est un problème d'argent, comme je viens de te dire, l'argent c'est une énergie, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est qu'un intermédiaire. C'est pas une finalité en fait l'argent. C'est toujours un intermédiaire qui permet d'avoir accès à autre chose. Mais par contre, ton objectif de changer, ça, c'est une énergie durable. Alors que l'argent, une fois que tu l'as eu, tu le dépenses. L'argent ne reste jamais là. L'argent n'est jamais statique. Un argent statique, ça ne sert à rien. Un argent, c'est toujours quelque chose que tu vas travailler pour l'obtenir. Et une fois qu'il est là, il reste jamais là. Il ne dort pas. Et même si il est sur un compte, il fluctue. Le seul argent qui ne travaille pas, c'est l'argent qui est dans tes bas de laine, qui est sous ton lit, qui est en liquide dans ton sac. Ça, c'est un argent qui ne travaille pas et qui ne vaut rien, tout simplement parce que c'est un argent qui est liquide. Mais un argent sur un compte, il travaille. Il travaille peut-être pas pour toi, mais il travaillera pour ton banquier. Alors si tu es intelligent, fais-le travailler, soit en obligation, soit en action, soit dans des comptes d'épargne ou investi dans un business qui va... Voilà, tu places ton argent. C'est ce que font les riches d'ailleurs. Ils investissent leur argent et dès qu'ils gagnent une grosse monnaie, cet argent qu'ils ont gagné, ils vont pas le garder pour se dire je vais le garder ou ils vont le dépenser pour en mettre plein la vue. Non, ils vont le réinvestir. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, les petits font des gros font des très gros et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. En tout cas, si tu veux gagner de l'argent. Là, je suis en train de te démonter la limite, la fausse croyance de je n'ai pas d'argent donc je peux pas. Non, à partir du moment où ce que tu veux faire est hyper important, comme c'est une finalité, alors que l'argent c'est un moyen, c'est pas une finalité, eh bien je peux t'assurer que tu trouveras cet argent pour obtenir cette finalité parce que ça va changer ta vie. Tu vois? Si le facteur limitant c'est ta santé, ça j'ai envie de dire c'est presque une bonne excuse. Ça n'en est pas une à partir du moment où ce que tu veux faire et devenir ou changer dans ta vie ne prend pas ligne en compte ta santé en ce sens qu'elle n'est pas un problème. Si ta santé ne te gêne pas pour obtenir cela, tu le sauras tout de suite. Je te donne un exemple. Si jamais tu veux faire le grand raid de la diagonale des fous à La Réunion alors qu'il te manque une jambe, bon voilà. Tu as compris que tu pouvais pas. Donc si tu t'évertues à vouloir essayer de faire ça, et voilà, à un moment donné, il faut réfléchir. Ou tout simplement, il te manque pas de jambes, mais t'as pas une bonne santé, si tu es un petit peu fragile, ben, tu vas te donner un objectif qui est réalisable. En fait, quand tu te donnes un objectif, en soi, ce sont des objectifs qui sont réalisables. C'est pas des choses qui sont impossibles. Tu le sais tout de suite quand c'est impossible. Niveau financier, niveau de la santé, peut-être au niveau de l'intelligence, voilà, c'est trop spécifique, c'est trop hard
au niveau de la connaissance, ça te demande d'étudier pendant plus longtemps. Donc du coup, étudier, prendre des cours du soir, t'intéresser d'abord à l'aspect technique et informationnel devient nécessaire. Donc du coup, tu l'inclus dans ton programme pour un changement. Et après seulement, tu vas pouvoir te lancer dans ce projet dans lequel peut-être il te manquait une partie où tu étais complètement novice, un manque de connaissances. Donc, à toi d'évaluer ce qui est véritablement un facteur limitant. Et si ça n'en est pas, tu sais pertinemment que tu vas pouvoir changer. Je te prends l'exemple de celles qui veulent changer leur tour de taille. Elles veulent perdre des kilos. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux sont suffisamment, je pense, impactants et de bons exemples pour prouver qu'on peut s'en sortir même si on fait 130 kilos. Il y en a qui l'ont prouvé et qui ont réussi à s'en sortir. Alors, sauf bien sûr s'il y a une maladie particulière, il y a un problème au niveau d'un organe. Ok, ça ne t'empêchera pas quand même de maigrir quelque peu, de perdre quelques kilos, mais du coup tu ne pourras plus être aussi ambitieux. Si jamais tu as 130 kilos, tu fais 130 kilos et que tu estimes que ton poids raisonnable ce serait 75-80, voilà. Certains qui n'ont pas de problème de santé, et bien, ils vont y arriver et puis ils affichent leur évolution sur les réseaux sociaux pour montrer que s'ils ont vraiment perdu. Si pour toi tu as un problème, je sais pas, de thyroïde qui fait que bah voilà, non, quoi qu'il arrive, tu seras toujours plus ou moins ronde, peut-être que tu vas rabaisser ton niveau d'exigence. Plutôt que vouloir retourner à 80-75 kg, bah, tu vas te dire bah, 90, 80, 5, allez, pourquoi pas, ou voire peut-être 100. 30 kg pour une femme, c'est énorme. Surtout que les femmes perdent moins facilement que les hommes parce que vous êtes plus faites de gras, alors que nous on est plus fait de muscles. Voilà, c'est comme ça qu'est la nature. Tu vois, au travers de cette vidéo, je suis en train de te montrer comment on peut un à un démonter les excuses, les subterfuges qu'on peut se donner pour ne justement pas évoluer et se mettre justement dans des, j'ai envie de dire des pièges ou une façon de vivre qui entretient qui va entretenir cette impossibilité d'évoluer. Les deux exemples que je t'ai donnés là au travers des exemples cliniques de Scott Peck, le couple ou la personne âgée qui ne veut pas changer sa carte, c'est parce qu'en fait c'est une question de vouloir. Ils ne veulent pas en fait. À la base ils n'ont pas envie. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de dire ah ce serait bien, ah allez j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais qu'en réalité il n'y a pas une réelle volonté, tu vois. Donc c'est quoi le chemin le moins fréquenté? C'est quand tu décides d'être prêt à travailler sur ta personne mentale, morale, spirituelle, émotionnelle. Très important l'émotionnel, parce que c'est quand tu commences un travail émotionnel que tu commences à enlever ces bâtons dans les roues, que tu commences à t'alléger, parce que c'est souvent ça le poids qui t'a alourdi au fil du temps et qui t'empêche d'avancer facilement. Donc c'est pour ça que faire du tri émotionnellement, c'est hyper important. Tu fais un travail là-dessus et tu verras que sur le plan spirituel, ça sera plus facile, sur le plan physique, ça sera plus facile. Et du coup, ça sera plus facile sur le plan mental et moral également. Beaucoup plus facile. Le reste, c'est des choses qui se feront tranquillement. Mais à partir du moment où tu as commencé à arpenter ce chemin le moins fréquenté, ne regarde plus en arrière. Hein. Tu vas être déçu. Ça, c'est un chemin, quand on l'entame, on va jusqu'au bout. Peut-être qu'à un moment donné, parce que c'est peut-être un chemin qui monte, plus ça va, plus l'ascension est compliquée, on est d'accord. Au début, on marche d'un bon pas parce que, voilà, la difficulté, on n'y est pas arrivé. À un moment donné, ça va commencer à monter. L'allure va baisser, tu vas peut-être moins évoluer, tu vas moins voir l'évolution, les changements. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter? Non, continue, toujours d'un petit pas, mais continue. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu avances de quelques mètres, quoi qu'il arrive. Voilà, je n'en dis pas plus. À 15 minutes de vidéo, je disais que j'en ai trop dit. Finalement, j'ai rembrayé sur 10 minutes. Je me connais. Hein.
quand je commence, c'est difficile de m'arrêter. Mais c'est toujours intéressant. J'espère en tout cas que ces vidéos te nourrissent, te permettent d'aller de l'avant, te secouer, te mettre des petits coups de pied dans le derrière symbolique. J'aime bien faire cela, c'est important. En tout cas, si tu veux que je t'offre un premier coaching de 60 minutes, je mets 60 minutes, mais souvent c'est beaucoup plus, hein, c'est à peu près 1h30, 2 heures, voire plus, où je te coach, hein, je te challenge un petit peu pour savoir où tu en es, là où tu veux aller. Et si tu te sens prête à entamer véritablement un accompagnement sur quelques mois, je peux t'assurer que tu vas vraiment arpenter ce chemin le moins fréquenté. Parce que je t'aide en fait à enlever tes nœuds, à enlever tes bâtons dans les roues, à défricher pour toi. Et tu vas te rendre compte que finalement ton chemin n'était pas si difficile que ça à arpenter. Voilà, j'en dis pas plus. Merci de m'avoir suivi, d'avoir profité également de ce petit panorama. Tu vois le soleil est en train de se coucher. Je te souhaite une très bonne soirée, un petit commentaire et à la prochaine vidéo. Ciao.